Bonjour et bienvenue dans les tragédies du passé. Aujourd'hui, nous allons parler de la bataille de Fort Sumter. Les chances de survivre à 34 heures consécutives de bombardement sont assez maigres, vous diriez. À moins que ce soit 1861 et que vous soyez à Fort Sumter où le nombre total de victimes du bombardement était nul. Ce qui est une bonne chose, mais peut-être pas si vous êtes un commandant d'artillerie confédéré. Nommé d'après le général Thomas Sumter, le fort a été construit après la guerre de 1812 et fait partie d'une chaîne de fortifications le long de la côte sud des États-Unis. Le fort Sumter lui-même est situé juste au large de la côte, à côté de Charleston, en Caroline du Sud. En novembre 1860, Abraham Lincoln a été élu président des États-Unis, ce qui a déclenché la crise de la sécession. Être un soldat fédéral dans un fort dans le sud est devenu un peu problématique alors que les tensions montaient avec la sécession de la Caroline du Sud en décembre 1860. Cela fut rapidement suivi par 6 autres États en février 1861. Dans les tensions croissantes, le commandant du fort Moultrie, le major Robert Anderson, commença à demander des renforts au département de la guerre et entreprit des plans pour déplacer ses hommes du difficile à défendre Moultrie vers soit Castle Pinckney ou le fort Sumter, alors inachevé. Le 26 décembre 1860, Anderson mit son plan en action et transporta ses troupes et leurs familles en barque jusqu'à Fort Sumter. L'hiver 1860 et 1861 a été difficile car les provisions étaient limitées et le combustible pour le chauffage était rationné. Le gouverneur de Caroline du Sud, Francis Pickens, a essentiellement commencé le siège de Sumter en contrôlant toutes les communications et les approvisionnements vers le fort. Dans la nuit de janvier 1861, le vapeur Star of the West a tenté de ravitailler le fort avec des renforts, mais a été forcé de partir en raison des tirs de Pickens. Anderson avait l'ordre strict de ne tirer qu'en défense directe du fort, donc il n'a pas pu empêcher le Star of the West de faire demi-tour et de partir. Le 1er mars, le général de brigade Pagey T. Bergerar est arrivé à Charleston avec les ordres du président confédéré Jefferson Davis pour prendre le contrôle de la situation militaire. Immédiatement, Bergerar continua d'amasser des armes pointées sur le fort. Sans surprise, les tensions autour du fort commencèrent à atteindre un paroxysme. Dans un étrange retournement du destin, Bergerar avait été un élève d'artillerie d'Anderson et les deux étaient de bons amis à West Point. Juste après l'inauguration d'Abraham Lincoln, Anderson, le 8 mars 1861, rapporta qu'il lui restait moins de 6 semaines de vivre. La garnison passa plusieurs semaines retranchée dans le fort, ne sachant pas si une aide se matérialiserait de la part du gouvernement fédéral. En avril, les troupes de l'Union avaient positionné 60 canons, mais elles manquaient du nombre d'hommes nécessaires pour les utiliser. Le fort se composait de 3 niveaux de positions d'artillerie fermées. La plupart du deuxième niveau étaient inoccupés et le reste des niveaux du fort étaient à peine occupés. Anderson ne disposait que d'environ 80 hommes pour la défense du fort. Le but initial du fort était de fournir une défense contre une attaque maritime. Et pour cette raison, Sumter n'avait pas les capacités pour repousser correctement une attaque des forces de Bergara. Le 11 avril, Bergara envoya un émissaire à Sumter pour exiger la reddition du fort. Anderson fit voter ses hommes et retourna rapidement un vote négatif. En recevant la nouvelle que les forts refusaient de se rendre, Bergara commença à évaluer combien de nourriture Anderson avait encore et tenta de prédire combien de temps la garnison pourrait tenir. À 1 heure du matin, le 12 avril, Bergara envoya les aides colonel James Chesson. Colonel Chesson et capitaine Stephen D. conduirent à Anderson un message indiquant « Anderson a répondu en déclarant qu'il évacuerait le fort d'ici midi le 15 avril, à moins qu'il ne reçoive de nouveaux ordres ou des ravitaillements du gouvernement fédéral. » Le colonel Chesner considérait que c'était trop long et répondit à Anderson à 3h20 en déclarant « Monsieur, par l'autorité du général de brigade Bergerar, commandant les forces provisoires des États confédérés, nous avons l'honneur de vous informer qu'il ouvrira le feu de ses batteries sur Fort Sumter dans 1 heure à partir de maintenant. » Anderson conduisit les officiers à leur bateau et dit « Si nous ne nous rencontrons jamais dans ce monde, que Dieu fasse que nous nous rencontrions dans le prochain. » C'est un peu triste de penser qu'en 1 heure, ils essaieront de s'entretuer. À 4h30 du matin, un coup de signal a été tiré d'un mortier de 10 pouces placé à Fort Johnson. Le signal devait indiquer aux autres canons pointés sur Sumter de commencer le bombardement. Un des premiers coups de feu a été tiré par Edmund Ruffin, qui était un sécessionniste et un partisan de l'esclavage. En passant, ce n'est pas quelqu'un que j'inviterais à prendre le thé. Chaque canon était réglé pour tirer à des intervalles de 2 minutes dans le sens inverse des aiguillets d'une montre depuis Fort Moultrie, Fort Johnson, la batterie flottante et Cummins Point.
Pendant plusieurs heures, les canons d'Anderson n'ont pas répliqué. C'était pour tenter de conserver les munitions et éviter des victimes inutiles. À 7 heures du matin, une fois le jour levé, Anderson a ordonné son premier tir de riposte, limité à seulement 6 canons sur les casemates inférieures pour réduire le risque pour ses hommes des tirs de mortier. Plus tard dans la matinée, les baraquements ont pris feu. Cela a été causé par des boulets de canon chauffés dans un fourneau ardent. Heureusement, dans la soirée, une averse avait éteint les incendies. 3 navires ont été aperçus à l'extérieur du port, arborant le drapeau de l'Union. On espérait qu'ils étaient les fournisseurs tant attendus pour Sumter, mais malheureusement pour Anderson, ils se dirigeaient vers Fort Pickens en Floride. À la tombée de la nuit, Anderson cessa son tir de riposte et ses hommes s'endormirent prudemment, redoutant une attaque terrestre. Bergerat réduisit son bombardement à seulement 4 tirs par heure. Le matin du 13 avril, Bergerat reprit un bombardement complet vers Sunday. Par la suite, rallumant les casernes et mettant le feu à presque tout le reste en bois à l'intérieur du fort. Les incendies menaçaient également les poudrières du fort. Beaucoup de soldats confédérés admirèrent le courage de la garnison de Sumter alors qu'elle tentait frénétiquement d'éteindre les incendies tout en ripostant. Vers 13 heures, le mât du drapeau du fort a été abattu. Le colonel Lewis Wigfall en a conclu que le fort avait subi suffisamment de dommages et a décidé de se rendre lui-même au fort pour voir s'il s'était rendu. Je devrais souligner que Wigfall a entrepris ce petit voyage sans en informer Bergerat, ce qui signifiait qu'il ramait sous le tir de ses propres canons. Plutôt risqué si vous me demandez. Une fois que Wigfall atteignit le fort, il apprit qu'Anissim n'était pas prêt à se rendre. Wigfall insista et finit par persuader la garnison de lever le drapeau blanc. Bergerat ordonna un cessez-le-feu et envoya des aides au fort. À leur arrivée, ils apprirent la mission bizarre que Wigfall s'était imposée. Étonnamment, pendant la bataille, pas un soldat ne perdit la vie de chaque côté, ce qui doit être une sorte de miracle. Après quelques négociations, il fut convenu que la garnison quitterait le fort à midi le 14 avril. Dans le cadre des conditions de reddition, Anissim insista pour qu'il tire une salve de 100 coups de canon en l'honneur du drapeau américain. C'est la partie de l'histoire où quelqu'un a réellement été tué. Pendant la salve, l'un des canons a déchargé prématurément, tuant accidentellement 2 hommes. Ayant eu la chance de survivre à un bombardement de 34 heures, ils ont malheureusement rencontré leur fin de la main des leurs. Peu de temps après, la garnison fut escortée hors du fort et placée sur le steamer confédéré Isabelle pour être ensuite transférée sur un navire de l'Union attendant à l'extérieur du port. Le drapeau en lambeaux de Sumter fut ramené au nord comme symbole de la bataille. Cela inspira Frederick Edwin Church à peindre notre bannière dans le ciel. À la suite de la reddition du fort, le Nord a soutenu les appels de Lincoln pour une armée de volontaires afin de réprimer le Sud, déclenchant ainsi la guerre de sécession américaine. Il est largement admis que Fort Sumter a été le premier bâtard de la guerre et le fort ne reviendrait entre les mains du gouvernement fédéral qu'en février 1865. Anderson est devenu un héros de l'Union et a poursuivi sa carrière dans l'armée de l'Union. Bergerat a poursuivi sa carrière dans l'armée confédérée jusqu'à la fin de la guerre et a, de manière intéressante, démontré des tramways à câbles à la Nouvelle-Orléans et a obtenu le brevet. Edmund Ruffin, l'homme qui pensait que l'esclavage était une bonne chose et l'un des premiers à tirer sur Sumter, s'est tiré une balle dans la tête à la fin de la guerre de sécession. La bataille de Fort Sumter n'a malheureusement pas établi la norme de guerre sans effusion de sang pour la guerre civile car, une fois la guerre enfin terminée en 1865, environ 620 000 vies ont été perdues. Connaissez-vous des batailles sans effusion de sang? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous aimé la vidéo? J'espère que oui. Et si c'est le cas, veuillez cliquer sur s'abonner, aimer et commenter.